Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait la semaine dernière où on s'intéresse à donc trouver pour des paramètres mu qui appartiennent à un ensemble D, U de mu dans un espace de Hilbert V tel que A de U de mu V et mu est égal à F de V et de mu, quel que soit V appartenant à V. Donc ça, c'est le problème auquel on s'intéresse. Et associé à ça, on a une méthode suffisamment précise, coûteuse, mais suffisamment précise, qui nous permet de trouver des solutions qu'on va appeler, avec les notations éléments finis, UH, avec un espace VH. Donc ça, si c'est une approximation de type Galerkin. Sinon, on peut faire un espace WH pour VH, éventuellement, qui permettra d'avoir un problème qui est un petit peu mieux posé. Alors, l'idée des méthodes de réduction de complexité de base réduite, c'est de concevoir cet ensemble de solutions U de mu lorsque mu varie dans l'ensemble D et de façon similaire, parce que cet ensemble de solutions exactes, on n'y a jamais accès. Donc ce qu'on s'autorise à regarder, c'est l'ensemble SH, la variété SH, qui a a priori les mêmes propriétés que S, parce que H est suffisamment fin, le maillage est suffisamment fin, la dimension de VH est suffisamment grande pour que la distinction entre U et UH soit vraiment très faible. Alors on s'intéresse à ça et on a vu que ce qui nous intéressait, c'est l'épaisseur de Kolmogorov de cet ensemble-là, qu'on a appelé D grand N de S ou de SH, je vais arrêter de mettre en rouge, qui est l'inf sur Xn de dimension grand N du sup sur U appartenant à SH, donc un UH, de l'inf pour V appartenant à Xn, de UH moins V en norme, dans la norme qui nous intéresse. Et donc ce qu'on avait dit, c'est que cette épaisseur de Kolmogorov qualifie un peu la variété SH et montre à quel point elle peut être approchée par un espace de petite dimension, la dimension Xn, la dimension de Xn étant égale à n, on essaie de trouver le meilleur espace de dimension n qui approche au mieux l'ensemble des éléments qui sont dans UH. Alors ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Et on avait vu une méthode qui était la méthode SVD ou POD qui permet, à partir d'un ensemble des grands M inclus dans grand T, de cardinal égal à grand M, qui va être grand, qui est composé de valeurs de mu grand M dans l'ensemble grand D et qui sont suffisamment représentatives pour être capables de scanner, de représenter la variété S ou la variété SH le mieux possible. OK, alors là, il y a des questions qui se posent, et une question qui m'avait été posée à la fin du cours. Qu'est-ce qui nous intéresse réellement in fine ? Quelle est la précision qu'on veut et comment est-ce qu'on représente effectivement cet espace de dimension Xn dans laquelle on va vouloir in fine avoir un espace Xn qui va approcher l'espace Xn étoile optimal selon la définition de l'épaisseur de Kolmogorov, et qui est inaccessible parce que ce problème-là est un problème beaucoup trop complexe. Donc on essaie d'approcher cet espace Xn optimal pour représenter au mieux la variété. D'accord ?
Et on avait proposé pour cela la méthode SVD ou la méthode POD, ou plus exactement la méthode qu'on appelle la méthode des snapshots, qui permet de représenter à partir des valeurs UH de mu I qui sont ici, UH de mu J, on construit la matrice AIJ égale le produit scalaire. Alors je mets 2 barres pour représenter le produit scalaire dans l'espace de Hilbert grand V, et on considère cette matrice A d'indice courant AIJ. On en fait la diagonalisation, c'est une matrice qui est positive et donc elle symétrique. Elle a donc des valeurs propres qu'on appelle lambda 1, qui est supérieur à lambda 2, qui est supérieur à lambda petit n, jusqu'à la dernière, lambda grand M, qui éventuellement peut être égale à 0 si le rang de la matrice grand A est plus petit que grand M. Donc ça, c'est pour I, J, compris entre 1 et M. Alors, une première remarque, c'est qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Est-ce que c'est l'approximation de UH en absolu ou en norme relative? D'accord? C'est-à-dire que dans UH, dans l'ensemble, lorsque mu varie, on peut très bien avoir, lorsque mu varie, des solutions qui sont en haut de 1 et des solutions qui deviennent toutes petites. D'accord? Ces solutions qui sont toutes petites nous intéressent aussi pour certains paramètres mu, on pourrait les rater parce que dans cette représentation-là, on met toutes les solutions UH au même niveau. Ces valeurs propres-là sont liées à la taille des UH et donc vont représenter, quand on va s'intéresser aux fonctions associées zeta1, zeta2, zeta-n, qui sont celles qui correspondent au plus haut mode, ça va représenter très bien cet ensemble-là. Mais celui qui nous intéresse, c'est peut-être plutôt celui-là. Auquel cas, on normalise toutes les solutions à 1, donc elles sont toutes sur le même pied d'égalité. Et donc, dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt des fonctions que je vais appeler VH de mu, qui est là, et on va remplacer le A ici par un A tilde IJ, qui va être les VH de mu I, VH de mu J, toujours en produit scalaire V. Alors, on peut remarquer que la matrice A tilde, qui est là, est égale à D A D, où D est une matrice où diagonale, où les éléments diagonaux sont égaux justement à 1 sur la norme de UH de mu I dans V. Petit exercice, parce que c'est ça ou c'est l'inverse. Hein. Et donc, du coup, les vecteurs propres vont être les mêmes, mais par contre, les valeurs propres vont être modifiées, puisque, en effet, on va avoir lambda tilde de I qui va être égal à lambda I divisé par DII au carré. OK? Donc, il est important de savoir ce qu'on cherche pour être capable, au mieux, de fitter la méthode. C'est le contraire? Ben, on a ça, d'accord? Donc A, tu le... A, hein? On va l'écrire comme étant égal à un U M U transposé. Et donc, si on change la norme qui est ici, eh bien, on met un D et un D qui est là, un D transposé. Et comme la matrice D est diagonale, ça revient à ça. Et on a exactement la même décomposition pour cette matrice-là. Alors, l'intérêt de cette méthode-là, c'est d'être capable d'avoir une approximation relative. Alors, un autre point qui est assez peu discuté dans la littérature, et ça dépend d'où viennent les méthodes, soit elles viennent des méthodes déterministes, soit elles sont inspirées par des méthodes statistiques,
ce qu'on peut s'intéresser aussi, ça va être un ensemble SH où on va écrire les UH ou les VH qui vont être égales à un U bar plus un WH, on va l'appeler WH de mu, où U bar est une représentation moyenne, une valeur particulière de mu bien représentative ou alors une moyenne de U. Et donc, l'espace qui va nous intéresser, c'est cet espace-là, des variations par rapport à un point, une solution de référence, et donc où on va partir sur une approximation qui va être du type UH de mu sera égal à U bar plus une somme de K égale 1 à grand N de W chapeau K de mu, xi K, où xi, cette fois-ci, représente l'ensemble des WH de mu. Alors, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut travailler, et ça dépend du problème qui nous intéresse, mais l'ensemble des méthodes est un peu représenté ici. Alors, l'intérêt de la méthode des snapshots qui est ici, c'est qu'on travaille sur une matrice de taille M fois M, alors que si on fait directement la méthode SVD qui consiste à regarder UH de mu I comme étant UH de mu I1, UH de mu I2, UH de mu IN comme un vecteur où N est la dimension de l'espace VH. Alors vous voyez, vous avez dans ce cas-là une matrice qu'on va appeler S, qui représente chacun de ces vecteurs UH de mu1, UH de mu2, UH de mu grand M, qui est une grande matrice où ici la taille est NH et N, voilà, et ici la matrice est M. Alors si vous faites une SVD de ça, eh bien donc vous allez écrire que S est égal à U sigma V transposé, et vous avez dans U les mêmes informations que vous avez dans la décomposition spectrale de A, mais vous avez travaillé sur une matrice qui est de taille grand N sur grand M, donc qui peut éventuellement être très très grande. C'est ce que m'ont fait remarquer les collègues du CEA la semaine dernière. OK, alors, Alors, néanmoins, donc, quelle que soit la méthode la plus adaptée à notre problème, et en particulier la normalisation qui est ici peut être importante si on s'attend à avoir des solutions qui sont petites, on a, in fine, à partir de cette méthode des snapshots, récupéré une base xn égale l'espace vectoriel engendré par zeta1, zeta grand N, représentant les plus grandes valeurs propres de la matrice A. OK. Alors, ce qu'on avait dit à ce niveau-là, c'est que le problème approché réduit qui va nous intéresser, on va partir de là, et on va essayer donc de trouver UN de mu, qui est une somme de U chapeau J zeta J, J allant de 1 à grand N, solution de A de UN de mu de Vn et de mu est égal à F de Vn et de mu, où F de V, je rappelle, est une forme linéaire et A est une forme bilinéaire dont on suppose les bonnes propriétés de continuité et soit de coercivité, soit qui vérifie une condition insup pour que le problème initial ainsi que le problème VH possèdent une solution.
Alors, ce problème-là, eh bien, si en particulier la A était coercive, comme cet ensemble-là est inclus dans VH, qui est inclus dans V, si le problème initial est coercif, en particulier, on reviendra longuement là-dessus par la suite, eh bien, ce problème-là est bien posé. Il existe une solution et une seule, UN de mu, à ce problème-là. Et on la calcule en résolvant, en formant la matrice qu'on va appeler, alors je ne vais plus l'appeler grand A, je vais l'appeler grand B, la matrice qui est formée par les A de zeta I, zeta J et de mu. Ça, c'est l'indice courant. On va former le grand F qui est égal à F de zeta J et de mu. Et donc, les composantes dans la base réduite de UN est tout simplement B, U chapeau, le vecteur de toutes les composantes qui est là, est égal à grand F. La matrice B, a priori, si l'épaisseur de Kolmogorov décroît rapidement, va être petite. Et donc, inverser cette matrice-là, ça va se faire en O de N3 opération. Et on en était là la semaine dernière. Bon, donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, sauf qu'il faut construire cette matrice qui est là. Et cette matrice-là, eh bien, a priori, elle est donnée aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le problème qui m'intéresse, c'est pour cette valeur particulière de mu que je veux trouver la solution, enfin une approximation de la solution de U de mu. Donc, si je connais la forme globale de mon problème, néanmoins, mu est la première fois que je vois a priori ce paramètre-là, et je dois calculer A de zeta I, zeta J de mu. Alors, zeta I, zeta J, c'est quoi? Alors, j'ai dit que l'espace vectoriel était inclus dans VH, donc c'est des fonctions de type élément fini de taille grand N, donc c'est un grand vecteur. Donc, le calcul qui est là, calculer le A de zeta I, zeta J de mu, fait intervenir des zeta I, zeta J de taille grand N, et donc, a priori, va avoir un coût qui est lié à grand N, c'est-à-dire ce que je voulais éviter, a priori, dans les méthodes de réduction de complexité. Donc, le problème n'est pas tout à fait fini, et on était resté là-dessus la semaine dernière. Alors, c'est là que intervient une hypothèse fondatrice qui est l'hypothèse de décomposition affine. C'est-à-dire, on va supposer que A de V, W et de mu est une somme de GK de mu, enfin θ, je crois que c'est la... mieux que je prenne la notation classique. Donc, θQ de mu, AQ de V et W, où les AQ sont indépendants, donc, de mu. D'accord? Alors, ce sont des formes bilinéaires, continues. Bon, on ne peut pas supposer qu'elles soient quoi que ce soit positive et encore moins elliptique ou coercive, mais en tout cas, le A qui a, lui, les bonnes propriétés, s'écrit comme cela. Alors, ça arrive souvent que le paramètre soit un paramètre constant et qu'il intervienne à l'intérieur d'une intégrale et que, donc, un nombre de Reynolds, des constantes de conductivité ou autres sont constantes ou localement constantes, ce qui fait qu'on peut les sortir des intégrales. Par exemple, si mu est constant sur oméga k, d'accord, donc par exemple, prend deux valeurs sur un intervalle 0, 1, d'accord, eh bien l'intégrale de 0 à 1 de mu gradient de U, gradient de V, gradient de V, gradient de W, eh bien, va être égal à mu1 intégrale de 0 à petit a de gradient de U, gradient de V,
plus mu2, l'intégrale de A à 1, gradient de U, gradient de V. Donc vous voyez donc que cette hypothèse de décomposition affine est une hypothèse qui, certes, est restrictive, mais quand même relativement générale. Alors dans ce cadre-là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, je dois, avec cette nouvelle valeur de mu, je dois calculer le A de zeta I, zeta J de mu, mais le A de zeta I, zeta J de mu est une somme de θ Q de mu à Q de zeta I, zeta J, point, pas de mu. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ce calcul-là, qui fait intervenir des vecteurs de taille curly n, qui est ici, eh bien, coûte cher, mais il peut être fait offline. C'est-à-dire en même temps que j'ai fait toutes les étapes préparatoires, en particulier où j'ai calculé la SVD de ce problème-là, où j'ai fait tous les calculs préalables des UH de MUI pour I allant de 1 jusqu'à grand M, et ce qui me permet donc de, aujourd'hui, après un stockage de Q, le nombre Q allant de 1 à grand Q, de Q multiplié par n au carré, je peux faire donc ce calcul-là en Q de n au carré, opération, et donc il n'y a plus de curly n à voir. Et donc, comme de toute façon, je m'attends à inverser cette matrice qui est là en haut de n3 opération, ça reste un coût de calcul à peu près cohérent, Q étant de l'ordre de n. Alors, de même pour F, on va faire l'hypothèse de décomposition affine pour F, c'est-à-dire que F de W et de mu, on va supposer que c'est une somme de alors, θ xi q de mu fois fq de W. Et vous voyez que la même hypothèse faite permet de faire offline les calculs coûteux pour que online, on récupère l'information qui aurait été stockée pour faire les calculs cette fois-ci en Q' fois n opérations. OK, alors on va voir à la fin du cours qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la décomposition affine, mais au moins quand on a la décomposition affine, ça nous permet de faire les calculs assez rapidement. Bon, alors, on est là pour non seulement proposer des méthodes pour faire la réduction de complexité, mais l'idée est aussi de valider les calculs. Alors, la semaine dernière, dans l'exposé de Sylvain, vous avez pu voir que dans le cadre industriel, donc tout ceci est coûteux, mais au moins ces codes-là sont certifiés. C'est des codes sur lesquels on peut, après avoir calculé la solution, on peut dire on est sûr de la solution. Néanmoins, dans un calcul d'optimisation, on essaie de trouver rapidement la solution avec le paramètre qui va nous intéresser. Et donc, on lance la production. Et ce que nous disait Fabien la semaine dernière, c'était que, eh bien, en même temps qu'on lance la production, on fait le calcul de certification, parce que de toute façon, la certification doit être apportée avant la mise sur le marché ou avant la phase opérationnelle. Et donc, on vérifie que le choix du paramètre optimal qui aura été trouvé était effectivement un paramètre tout à fait correct. Alors, c'est peut-être pas le mieux possible, mais en tout cas, la méthode de réduction de complexité, basée éventuellement sur des méthodes d'apprentissage non certifiées, permet d'avoir une idée d'où se trouve la valeur du paramètre optimal et, en même temps qu'on lance la production, on vérifie qu'on ne s'est pas trop trompé. Dans d'autres cadres, on peut être intéressé à vouloir certifier la solution à ce niveau-là, c'est-à-dire la solution UN de mu de ce problème-là, on va vouloir la certifier. Et donc, on va ouvrir un chapitre qui est celui des estimations a posteriori.
Alors, l'idée, c'est on calcule UN de mu pour une nouvelle valeur de mu avec la méthode, par exemple, que j'ai proposée ici, ou qui pourrait être avec une méthode de type Fedot-Galerkin où l'espace des fonctions test n'est pas exactement le même espace que l'espace des fonctions d'essai, mais en tout cas, donc, on calcule UN de mu pour un certain coût, avec un coût donc qui est indépendant de curly n. Et donc maintenant, on veut évaluer l'erreur entre U de mu et UN de mu. Alors ça ne va pas être tout à fait possible parce que U de mu, on n'y a pas accès. Ce n'est pas ça le problème, c'est surtout que UN de mu, la méthode de base réduite, représente SH et pas S. Et donc U de mu moins UN de mu, dans la norme qui nous intéresse, on va le majorer par U de mu moins UH de mu plus UH de mu moins UN de mu. Donc là, on est dans des choses cohérentes. On a, par hypothèse, utilisé pour approcher les solutions une méthode d'éléments finis qui est suffisamment fine pour que ceci soit a priori plus petit que la tolérance sur 2, disons, si on veut à la fin avoir une approximation de l'ordre de la tolérance. Et donc l'objectif, ça va être de vérifier que ceci est inférieur à la tolérance sur 2. Donc je peux comparer UN, qui est une fonction de type élément fini, rappelez-vous, à une solution élément fini que je ne vais jamais calculer, mais néanmoins que je vais essayer d'estimer avec cet estimateur a posteriori. Donc ça, c'est le vœu pieux qui vient du fait qu'on suppose que H a été calculé avec suffisamment de précision, est susceptible de pouvoir être calculé avec suffisamment de précision pour cette valeur de mu, pour que U moins UH soit plus petit que la moitié de la tolérance, et reste à maintenant à se débrouiller pour que UN et UH soient dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette erreur-là? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que UH moins UN vérifie une équation. Quelle est l'équation que vérifie UH moins UN? Eh bien, c'est que A de UH moins UN fois Vn mu est égal à F de Vn et de mu, est égal à A de UH Vn et de mu moins A de UN VH et de mu. Donc, ceci, ça vaut F de Vn et de mu par définition de UH, et parce que Vn est une fonction dans Xn et donc dans l'espace VH. Et puis, ça, c'est l'effet de la forme bilinéaire sur UN lorsqu'il est testé sur les fonctions VH. On voudrait que pour que UN soit le mieux possible, c'est-à-dire soit égal à UH, on voudrait que ceci soit égal à 0 pour tout VH. Ça ne l'est pas. Et justement, ceci, ça s'appelle le résidu. Et ce résidu, il dépend donc de UN, il dépend de mu aussi. Et ce résidu, je répète, s'il est égal à 0 pour toutes les fonctions VH, eh bien, on a résolu exactement le problème élément fini. On a donc UH de mu. Et s'il n'est pas égal à 0, eh bien, ça représente en quoi UN n'est pas égal à UH. Alors, on va reprendre cette égalité-là.
Et on va rappeler que le cadre est que A est soit coercive, c'est-à-dire quel que soit U appartenant à V, A de UU et de mu est supérieur à alpha de mu U dans V au carré, soit on a une condition inf sup qui dit que quel que soit U appartenant à V, il existe V tel que A de UV et de mu sur norme de V est supérieur à un bêta de mu norme de U dans V. Alors, si cette hypothèse de coercivité passe par conformité dans l'espace Xn, parce que Xn est inclus dans VH et inclus dans V, donc si on a l'hypothèse de coercivité sur V, on l'a évidemment dans Xn. Cette hypothèse de condition inf sup qui est ici n'est généralement pas vérifiée et doit être vérifiée. Et doit être vérifié spécifiquement. Et éventuellement, on doit, et c'est là qu'on peut avoir à modifier l'espace des fonctions Vn qui sont ici. On peut avoir à modifier cet espace Xn, soit en enrichissant Xn, soit en changeant totalement et en mettant justement dans Xn tilde les fonctions qui permettent d'obtenir la condition inf sup. Alors, on va se mettre dans le cadre simple qui est ici, dans le cadre coercif, et donc on va supposer que cette constante alpha de mu, qui est vraie sur V, du coup elle est passée sur Xn, et donc on va pouvoir dire que A de UH de mu moins UN de mu UH de mu moins UN de mu est supérieur à alpha de mu, norme de UH de mu moins UN de mu dans V au carré. OK? Mais cette chose-là est une application de cette égalité-là avec VH égale UH moins UN, qui est bien une fonction élément fini. Donc ceci, c'est le résidu de UN de mu appliqué à VH qui vaut UH de mu moins UN de mu. Et donc ceci est plus petit que la norme du résidu en norme V', la norme de UH moins UN de mu dans V. On peut donc simplifier ici le UH moins UN, et ce qui nous donne que l'erreur UH de mu moins UN de mu dans V est plus petit que 1 sur alpha de mu, la norme du résidu dans V'. Alors, dans des problèmes de type Helmholtz, par exemple, alpha de mu peut très bien, tout en restant positif, peut devenir très petite. Et donc, si alpha de mu devient très petite, eh bien évidemment, le 1 sur alpha de mu ici va devenir très grand. Et donc, la relation entre le résidu et l'erreur qui est là, dans la norme de V, qui est une sorte de norme H1 dans le cadre général, eh bien cette estimation-là va être très mauvaise. Ceci va être très péjoratif par rapport
alpha de mu. En fait, on peut montrer que si gamma de mu est la constante de continuité de A et de mu, ceci, c'est plus petit que gamma de mu sur alpha de mu, U H moins UN de mu dans V. Et donc, on peut très bien avoir presque une résonance dans un problème de Helmholtz, c'est donc avoir un alpha de mu qui est tout petit et le gamma de mu qui est en haut de 1. Et donc, on va avoir quelque chose de très mauvais comme estimation de l'erreur avec cette estimation du résidu. Alors, ceci, ça implique deux choses. La première chose, c'est que pour le mu d'aujourd'hui, il est important d'être capable d'évaluer la bonne valeur de alpha de mu. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on peut essayer de mesurer le résidu dans une norme un petit peu plus appropriée. Alors pour ça, je vais essayer d'écrire Alors, on a vu que donc UH de mu moins UN de mu, si je lui applique l'opérateur A de mu associé au problème qui nous intéresse, le problème qui nous intéresse étant trouver U de mu, tel que A de mu, U de mu est égal à F de mu, qui a été écrit sous forme faible, A de U de mu V mu est égal à F de V et de mu. Donc c'est quoi A de mu? Eh bien, A de mu, U de mu, c'est une représentation de RIS de cet opérateur ici, où on a ici A de mu, U de mu, V en produit de dualité, ou alors en produit scalaire avec un A de mu, U de mu, V, produit scalaire dans V. OK, donc U de mu moins UN de mu vérifie avec l'opérateur A qui est là quelque chose comme FH. Bon, je vais enlever le H ici pour faciliter l'écriture, parce que pour le moment c'est relativement formel, je vais vous introduire aux normes naturelles, et donc on va faire comme si il n'y avait pas de discrétisation de type élément fini intermédiaire. Donc A de mu, U de mu moins UN vaut le résidu F moins A de mu UN. D'accord? Donc ça c'est le résidu. Et donc évidemment, U de mu moins UN de mu, eh bien c'est A de mu appliqué, A moins 1 de mu, A de mu, U de mu, moins UN de mu. D'accord? J'ai simplement dit que l'identité, c'était A moins 1, A de mu. D'accord? Et donc, on voit que cette chose-là, d'après ce qui est écrit au-dessus, c'est le résidu. D'accord? Et donc, si je veux obtenir U de mu moins UN de mu en norme V, eh bien, il suffit que je mesure la norme du résidu dans V, préalablement calculée avec le A-1 de mu. D'accord? Alors ça, évidemment, ce n'est pas tout à fait possible parce que justement, A-1, c'est l'inversion du problème qui nous intéresse. D'accord? Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ceci, c'est A-1 de mu, A de mu bar, A-1
de mu bar fois le résidu en norme V, où mu bar est un point qui est, on l'espère, proche de mu. Et pour lequel on va donc calculer l'inverse une bonne fois pour toutes. Et donc ça, on le fait offline. Et donc vous voyez à quoi on va arriver. On va majorer ceci par la norme de A-1 de mu A de mu bar, norme de V dans V, multiplié par A-1 de mu bar fois le résidu en norme V. Et donc, si mu bar est proche de mu, eh bien, on peut espérer que cet opérateur qui est là, qui, lorsque mu est égal à mu bar est l'identité, va avoir une norme qui va être petite, qui va dépendre de mu, mais qui va être petite, et que ceci va être calculable. D'accord? Donc, la notion de norme naturelle revient à dire que dans le cadre paramétré, on peut considérer qu'on va calculer, et on a vu comment on pouvait calculer les inverses lorsque la méthode était affine décomposable. On peut calculer le A-1 de mu bar qui est ici. On peut calculer donc cette norme du résidu. Et donc, une fois qu'on a calculé cette norme du résidu, eh bien, on est très proche, cette fois-ci, du calcul. Alors maintenant, le alpha de mu, justement, il est lié à cette norme-là. Et cette norme-là, on peut justement l'évaluer. Donc la première chose, c'est changer les normes pour évaluer le résidu, afin que la norme de la condition f sub qui est ici soit un peu plus petite dans les cas où, éventuellement, elle va exploser. Donc ça, c'est l'histoire de la norme naturelle. Alors on peut mettre soit la norme naturelle sur le résidu, soit mettre la norme naturelle sur l'estimation qui est ici. Avec Philippe Edel, dans le cadre de sa thèse, on avait préféré mettre la norme sur le résidu pour avoir une estimation en norme H1 qui soit la norme classique pour la mesure de H1. Sinon, si on met une norme dépendante du problème, la norme naturelle ici, eh bien, on évalue avec des coefficients en mu qui éventuellement vont tendre vers 0. Bien. Alors, une fois qu'on a cette idée de changer les normes pour optimiser la valeur du alpha de mu, il faut quand même calculer le alpha de mu. Alors, pour calculer le alpha de mu, il y a la méthode qui a été introduite dans l'équipe de Tony Patera, dans un premier papier par Wien, Rozza, Sen et Patera, et qui a été repris ensuite dans pas mal d'autres publications. En particulier, Sylvain, je crois que tu as travaillé là-dessus quand tu étais en postdoc chez Tony. Et donc, la méthode revient. Donc, la méthode, ça s'appelle successive. Alors, attends, je ne sais jamais. Successive constraint method. Successive constraint method. OK, donc l'idée, c'est d'obtenir le alpha de mu qui est l'infimum de A de VV et de mu divisé par V au carré. Donc, V appartenant à VH étoile, ou VN étoile, en l'occurrence. Et on a l'hypothèse que A de V, W et de mu est effectivement cette somme de θ Q de mu AQ de V et W. Alors,
l'idée, c'est... Alors, je ne vais pas faire totalement la démonstration, je vais vous donner simplement l'idée. L'idée, c'est d'introduire un ensemble de Y qui vaut Y1 jusqu'à YQ, qui appartient à RQ, Q étant la taille de la décomposition affine qui est là, de sorte qu'il existe un WY qui appartient à l'espace, tel que YQ est égal à AQ de WY divisé par WY au carré. Donc, pour Q allant de 1 à grand Q. Alors, on définit ensuite à partir de cet ensemble-là, un J de mu et de Y qui est égal à la somme de Q égale 1 à Q de θQ de mu, donc les facteurs qui sont ici, multipliés par YQ. Alors, YQ, vous voyez, c'est un AQ de WY sur norme de WY. Et donc, du coup, la constante alpha de mu est égale au minimum de J de mu et de YQ, enfin de Y, oui, sur tous les Y appartenant à Y. Donc, quand on a écrit la recherche de cette constante de coercivité sous cette forme-là, eh bien, on se dit, puisque c'est un minimum sur un ensemble qui est là, on va définir deux ensembles qui vont s'appeler YLB pour lower bound et YUB pour lower bound, qui coincent l'ensemble Y, et on va transformer le alpha de mu qui est ici en un alpha lower bound qui est le minimum pour Y appartenant à Y lower bound de J de mu et de Y, et le alpha upper bound qui va être le minimum pour Y appartenant à Y upper bound de J de mu et de Y. Alors, pour que le minimum ici soit plus petit que celui-là, il faut que YLB soit plus grand. Donc, voilà les inclusions qu'on va vouloir réaliser. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pourquoi ce problème-là est compliqué et pourquoi la minimisation sur des ensembles de Y plus grands ou plus petits va être plus simple. Ben, tout simplement parce que cette condition-là va être difficile à assurer, alors que les conditions qu'on va mettre dans YLB et YUB va être beaucoup plus simple. Alors la première chose, et je vais vous expliquer comment est fondé le YLB. Alors la première chose, c'est d'essayer de voir un petit peu quelles sont les tailles des AQ qui sont ici. D'accord ? Et donc, on va définir sigma Q- comme étant le minimum de AQ de W sur norme de W au carré et sigma Q plus comme étant le sup de AQ WW sur norme de W au carré. Et donc, dans la définition de YLB,
on va garder cette contrainte-là que les Y, qui doivent être justement des AQ de W sur W carré, va appartenir à l'ensemble B, Q, qui est l'ensemble des produits des boîtes sigma Q-, sigma Q+. D'accord? Donc il est évident que Y est inclus dans cette YLB. Mais on va mettre des conditions en plus à l'intérieur de cette YLB qui vont être des conditions calculables, c'est-à-dire en particulier, on va mettre dans YLB le fait que la somme des θQ de mu' multiplié par YQ, les Y qui sont dans cet ensemble-là, est plus grand que alpha de mu' pour tous les mu' qui sont proches de mu. Donc cet YLB, il dépend de mu. Pour tous les mu' qui sont proches de mu et dans un ensemble discret. Donc ceci, le alpha de mu' pour quelques valeurs de mu' qui scannent l'ensemble des paramètres, on va les calculer offline et on va vérifier online qu'on a cette condition-là, plus une autre condition qui est du même type. Et donc, cette condition sur les Y sont des conditions maintenant de positivité qui n'ont rien à voir avec cette condition de réalisabilité. D'accord? Et cette condition-là donc, devient maintenant un problème de programmation sous contrainte tout à fait classique. Et donc, on peut calculer le alpha LB qui est ici, le alpha LB qui dépend de mu. Donc, le YUB est défini à peu près de la même façon. Et donc, cette définition-là permet, à condition que l'ensemble des mu' dans un ensemble discret soit suffisamment représentatif de mu, et ça, on peut le construire de façon hiérarchique, offline. Ça demande du travail complémentaire, mais quand le problème devient un petit peu compliqué et qu'on a la nécessité d'avoir le alpha de mu et de bien l'évaluer, surtout lorsque alpha de mu tend vers 0 pour des valeurs de mu s'approchant d'une valeur de résonance, c'est important d'avoir cette estimation-là de façon précise. Alors, donc dans ces estimations a posteriori, sur lesquelles il y aurait encore beaucoup à dire et à raffiner, mais dont je vous ai donné les grandes lignes là. On peut s'intéresser, comme on l'a dit ici, à l'erreur entre U / UH et UN, et on a vu donc qu'il y avait la possibilité à la fois, en affinant sur la norme dans laquelle le résidu est calculé et le calcul du alpha qui est là, on pouvait avoir des estimations qui étaient tout à fait précises. On peut s'intéresser simplement aussi à ce qu'on appelle des sorties, des outputs, qui sont des quantités S de mu calculées de façon, par l'application linéaire d'une forme linéaire appliquée à U de mu. D'accord ? Alors, il y a plein de quantités physiques sur lesquelles on peut être intéressé et qu'on peut espérer optimiser, comme des réductions de traînées, des améliorations de la portance. Avec la semaine dernière, donc on avait vu avec Fabien des sorties qui étaient des sorties d'intérêt et qu'on cherchait à optimiser.
D'accord? Et donc, on peut s'intéresser simplement à cette sortie qui est là. D'accord? Et cette sortie qui est là, eh bien évidemment, elle va être approchée par un Sn de mu qui est l'application de L sur Un de mu. Et donc, on peut s'intéresser à l'erreur entre S de mu moins Sn de mu, et en valeur absolue, c'est si L est une application, une forme linéaire qui est continue, on a la norme de L multipliée par U moins Un dans V, ce qui donne une estimation et qui ramène, si on veut, à l'estimation sur U moins Un. D'accord? Ce qu'on s'aperçoit souvent, et on va comprendre rapidement pourquoi, cette estimation-là, elle est sous-optimale. En particulier, je vais l'expliquer dans le cas compliant, où notre problème, c'est A de mu V et de mu est égal au L de V, donc F de V et de mu, et dans ce cas-là, justement, sa sortie, c'est le cas compliant, qui est un cas important en mécanique. Mais ce que je raconte dans le cas compliant peut être étendu dans le cas non compliant en utilisant des techniques de problème adjoint. Je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais la théorie a été étendue à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que S, qui est égal à L de U, donc de mu, est égal à L de U n plus L de U moins Un, parce que L est linéaire, et que donc S est égal à Sn plus L de U moins Un. Mais L de U moins Un, eh bien, c'est égal à A de U de mu moins Un de mu, et de mu, par définition de U. OK? Alors, le cas compliant, où est-ce que j'ai marqué? Plus A symétrique, d'où l'importance du problème adjoint si A n'est pas symétrique. On va supposer que A est symétrique, de sorte que A de Vn U moins Un de mu et de mu est égal à U moins Un de mu V et de mu. Dans le cas symétrique, on peut donc intervertir les deux éléments qui interviennent dans la forme bilinéaire, et on sait que, par estimation de Galerkin, on sait donc que ceci est égal à 0, puisque ça vaut L de Vn moins A de Un Vn et de mu. De Vn et de mu. D'accord? Donc je continue ici le calcul. Ceci, ça vaut Sn plus A de U moins Vn, quel que soit Vn, mais je vais choisir Vn est égal à Un, U de mu moins Un de mu et de mu. Et vous voyez donc ce que je rajoute à Sn pour avoir S, d'une part est positif, et d'autre part à la taille d'un carré de U moins Un. Donc je déduis de cela que S moins Sn est égal donc à A de U moins Un, U moins Un et de mu, d'une part est positif et d'autre part est plus petit que la constante de continuité de A, U de mu moins Un de mu au carré.
Donc on a une estimation qui est bien meilleure que celle qui est proposée ici, où on a une convergence quadratique en l'erreur sur la solution. Et on sait en plus que S est supérieur à Sn. D'accord? Alors si on a une estimation de l'erreur qui est ici, eh bien, on est content, c'est tout bénef. Donc Sn est une borne inférieure de la sortie S. Et donc si l'objectif est d'optimiser le mu pour que S soit plus grand qu'une certaine valeur, eh bien, basé sur l'estimation de Sn est totalement fiable. Si on cherche mu tel que S de mu soit supérieur à une certaine valeur kappa, d'accord? Eh bien, et si je trouve mu tilde tel que Sn de mu tilde est supérieur à kappa, eh bien, dans ce cas-là, je peux dire que je peux, avec certitude, choisir ce mu tilde pour avoir cette valeur qui est là. Toujours dans le cas compliant. Dans le cas non compliant, je répète, il faut introduire un problème dual. Alors ça, c'est bien si notre problème est de trouver un mu pour que S de mu soit plus grand que kappa. Si c'est S de mu plus petit que kappa, je suis foutu. Bon. Alors, donc on va essayer maintenant de proposer un Sn plus qui va être une borne supérieure à la sortie et qui va, de la même façon que ce qu'on a rapidement écrit ici, être capable de nous donner une certitude sur la valeur de mu optimale. Alors c'est facile de trouver un Sn plus qui est plus grand que S. D'accord? Si je sais que S doit être de l'ordre de 1, je vais vous proposer une borne supérieure qui est 1 million. Je n'ai même pas besoin de faire aucun calcul. Je suis à peu près sûr que, quelle que soit la valeur des paramètres, j'aurai bien Sn plus qui est plus grand que S en proposant 1 million, 1 milliard ou le nombre d'Avogadro. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc ce qu'on veut, quand on veut une estimation de ce type-là, on veut en plus que Sn plus moins Sn, okay, soit de quel ordre? Ben, soit à minima de cet ordre-là et de façon optimale, soit de cet ordre-là. Dans ce cas-là, plus la solution sera effectivement précise, plus l'intervalle de confiance de S sera petit et cohérent avec l'approximation produite. Alors, c'est ce que l'on va faire maintenant, où on va proposer une borne supérieure à Sn Donc l'hypothèse, ça va être dans le cadre, alors on est dans un cadre symétrique, on va supposer qu'on est coercif, donc on va supposer qu'on a ceci avec un alpha de mu qui est ici multiplié par un H chapeau de VV, donc là c'est par exemple la norme dans V, exemple, ceci ça peut être la norme dans V au carré, d'accord, supérieur ou égal à un alpha 0, norme de V dans V au carré. Donc là, je précise la bonne constante d'ellipticité que j'ai pu calculer par une méthode de ce type-là.
Alors, je vais introduire encore le résidu, hein, bien évidemment. Le résidu que je vais rappeler, qui est un résidu appliqué en UN de mu, qui dépend de mu et que j'applique à V, équivaut donc L de V moins A de UN de V et de mu. OK? Et donc je vais résoudre le problème dans VH qui va être de trouver E chapeau de mu dans VH, solution du problème, alpha de mu H chapeau de E chapeau VH, H chapeau ne dépend pas de mu, hein, est égal au résidu de UN de mu appliqué à VH. Et je vais poser delta égale G de mu H chapeau de E chapeau et Sn plus égale Sn plus delta. Et donc, ce que je vais vous démontrer maintenant, c'est que S est effectivement plus petit que Sn plus. Alors, on voit que delta est du type E chapeau. Donc, je vous ai dit que E chapeau, c'était par exemple la norme de V. Donc, on voit que ça, c'est de la norme de E chapeau dans V au carré. Donc, j'ai bien un carré. Et le E chapeau, il est représentant du résidu. D'accord? Et le résidu, on sait que c'est de la taille de l'erreur de U moins UN. D'accord? Donc, le delta est bien de l'ordre de U moins UN au carré. D'accord? Et la différence entre Sn plus et Sn moins, alias Sn, c'est justement donc delta qui est bien du bon ordre. Alors la seule chose qui est à montrer maintenant, c'est qu'effectivement, ce Sn plus est une borne supérieure à S. OK, alors ça, je me plante à chaque fois, c'est pour ça que j'ai écrit les notes. Hein. Tac. Alors, oui, c'est ça. Donc, alpha de mu H chapeau de E chapeau VH. Et donc égal au résidu. Alors le résidu, c'est L, mais L, c'est A de U, V. Et donc, ceci, c'est bien A de U moins UN de mu, VH et de mu. C'est-à-dire, autrement dit, si j'appelle ceci E de mu, c'est A de E de mu, VH et de mu. Alors, je vais faire intervenir le H chapeau de E chapeau. Donc, alpha de mu. Alpha de mu, H chapeau de E chapeau, c'est A de E de mu, E chapeau, non, c'est pas ça que je dois écrire, évidemment. Pardon. Tchouk. Donc, ça, c'est alpha de mu, A chapeau de E chapeau moins E, E chapeau moins E. Plus 2 alpha de mu, A chapeau de E chapeau E. Moins alpha de mu, H chapeau
de E, E. Ça, c'est A moins B au carré. A moins B au carré, c'est A2 qui est là. Moins 2AB plus B2. Donc, ça, c'est alpha de mu, A de E chapeau moins E, E chapeau moins E. Alors, j'ai un plus A. Alors, là, j'ai ça, c'est bon. Ça, c'est G de A chapeau. Alors, j'en prends un et l'autre, je le laisse. J'ai donc A de EE. C'est ça. J'ai donc A de E et de mu. A de E et de mu. Moins alpha de mu A chapeau de E et de E. Ce qui est ici, j'ai introduit cette chose-là. Très bien. Moins et voilà. Plus moins, d'accord. Moins A. Alors, j'ai un A de E chapeau E qui vaut A de E et de E, A de E et de E et de mu. Donc, dans les deux alpha de mu, E chapeau, j'en prends un que j'écris A de E et de mu que je mets ici, moins le alpha qui est ici, et le deuxième, je le mets là. OK? Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? Cette chose-là, elle est positive. Cette chose-là, elle est positive parce que A vérifie la condition qui est là. Donc, ceci est supérieur à A de E et de mu. Voilà. Alors, on a vu que S moins Sn, S moins Sn, c'était A de E et de mu. Et A de E de mu est plus petit que G de mu A chapeau de E chapeau et de E chapeau. Et donc S est plus petit que Sn plus, alors c'est alpha de mu, c'est pas G de mu, voilà, alpha de mu A chapeau de E chapeau et de E chapeau, que j'ai appelé delta. D'accord? Donc, on a bien une quantité Sn calculable, évaluée après le calcul de Un de mu, pour pouvoir estimer une borne supérieure à S. Alors, delta est-il réellement calculable? Delta est-il réellement calculable? Eh bien, delta sera calculable si on est capable de calculer le E chapeau qui est là. Le E chapeau qui est là dépend de alpha de mu, ça on a vu comment on l'évalue online. Le A chapeau qui est là, eh bien on va le calculer. Sauf que c'est un problème dans VH. Mais le résidu qui est ici,
c'est celui-là. Et celui-là, on sait que c'est L de V moins la somme de θQ, AQ, θQ de mu, AQ de UN de mu, de V et de mu. Et UN, c'est quoi? UN, c'est une somme de U chapeau K, zeta K, K allant de 1 jusqu'à N. Donc ceci, c'est L de V moins la somme double sur Q et sur K de θQ de mu, U chapeau K de mu, UN c'est une fonction de mu, et les zeta K qui sont AQ, de zeta K et de V. Ce qui veut donc dire que je vais écrire E chapeau comme un EF chapeau, un EL chapeau, qui est la résolution de ce problème-là avec à la place du résidu le L qui est ici, plus au sens de moins, la double somme de θQ de mu, U chapeau K de mu que je connais une fois que j'ai résolu mon problème en base réduite, multiplié par un E chapeau QK, qui est la résolution de ce problème-là, avec à la place du résidu ce AQ de zeta K et de V, qui coûte cher, mais qui est calculé offline. Donc ceci et cela sont tous les deux calculés offline et nous permettent donc d'estimer l'erreur E chapeau et donc de calculer le delta ici, après avoir reconstruit le E chapeau à partir de ces choses-là qui ont été calculées offline. Donc offline, on évalue ces choses-là, et après avoir calculé la solution UN, donc les coefficients U chapeau K de mu, on les introduit ici, et ça nous coûte grand Q fois grand N opération, donc ça ne coûte rien du tout à côté du N au cube opération précédent. Bon, alors, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les estimations d'erreurs a posteriori. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ces bons estimateurs, eh bien, on peut mettre en place une méthode alternative à la SVD ou à la méthode des snapshots, qui est une méthode greedy. L'idée, c'est, au lieu de calculer le UH de mu I pour I allant, vous vous souvenez, d'un 1 à grand M, un ensemble grand M de valeurs de mu I à l'intérieur de l'ensemble des paramètres que je ne sais plus si je l'avais appelé D ou P, mais on va l'appeler P pour le moment, l'ensemble des paramètres mu I qui appartient à l'ensemble des paramètres P, qui est donc scanné soit de façon régulière, c'est-à-dire que si j'ai un ensemble comme ça, je vais prendre une grille régulière sur l'ensemble des paramètres mu1, mu2 qui est là, soit je vais prendre choisir un ensemble de points de façon aléatoire, soit, et on avait expliqué pourquoi ça peut être plus intéressant d'avoir du log random, plus de points ici et moins de points là, en mettant des points sur le bord, soit des méthodes du latine hypercube où en dimension 2, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit dans cette direction-là un point de façon aléatoire. Dans cet ensemble-là,
on choisit un point de façon aléatoire. On a décomposé cet ensemble-là. Si on veut grand M point en tout, on prend grand M point ici, grand M point ici. Et on associe à cette première coordonnée une abscisse qui est là. On choisit une ordonnée aléatoire. Donc, par exemple, ça va être ce point-là. Pour le point qui avait été choisi ici de façon aléatoire, on va choisir un autre de façon aléatoire et on va choisir ce point-là. Par exemple, dans cet intervalle-là où on a pris ce point-là de façon aléatoire, on va choisir celui-là. Et dans le dernier point, on va prendre celui-là. Donc la méthode de latine hypercube permet de choisir M points en choisissant M abscisse, M ordonnée et en les appareillant de façon aléatoire. Ce qui vous pourrez comparer par rapport à une méthode qui est ici, où pour avoir le même nombre de points, je mets racine de M points ici et racine de M points pour avoir un total de M points. Vous voyez qu'ici, j'ai bien scanné en M valeur ici, en M valeur ici, et que donc s'il apparaît que ma UH de mu ne dépend que de cette direction-là, eh bien, j'aurais obtenu M échantillonnage dans la direction mu1, alors que mu2 servait à rien. Réciproquement, si mu1 ne sert à rien et que mu2 ne sert à rien, j'ai aussi un échantillonnage en grand M point, alors que là, je n'ai qu'un échantillonnage en racine de M point. Et cette méthode du latine hypercube peut être encore augmentée en dimension supérieure par une méthode qui s'appelle le MaxPro et qui généralise la méthode du latine hypercube. Donc ça, c'est comment on échantillonne l'ensemble des points qui est là, soit pour calculer les UH de MUI et construire à partir du calcul précis de UH pour ces grands M valeurs-là, on fait une SVD. La méthode greedy, elle, va nous permettre de calculer ces valeurs précises-là simplement pour grand N valeurs de MUI à trouver. Et donc l'idée est la suivante. Mu1, on le prend de façon soit aléatoire, soit guidé par quelqu'un du métier qui sait que cette solution est représentative, et on calcule effectivement UH de mu1 de façon précise. Cette connaissance de UH de mu1 nous donne un premier espace, X1, qui est l'espace vectoriel engendré par UH de mu1, et dans lequel on peut faire une approximation en base réduite. On peut chercher, quel que soit mu, eh bien, le mu, on va le prendre échantillonné de cette façon-là. On va calculer U1 de mu, U1 au sens de UN de mu avec n égale 1. On va calculer U1 de mu, solution du problème A de U1 de mu et de V1 mu est égal à F de V1 et de mu, quel que soit V1 appartenant à X1. Alors ça, c'est un tout petit problème de dimension 1 auquel est associée une erreur. U moins U1 de mu. Donc on a une erreur qui représente cette chose-là, d'accord, avec un résidu, donc on a un estimateur pour ça, qu'on va appeler epsilon 1 de mu, et on va définir mu2 comme étant l'argmax de epsilon 1 de mu sur tous les mu. Et on va calculer UH de mu2. Alors vous avez compris que maintenant, je vais avoir un ensemble X2 constitué de UH de mu1 et de mu2, et je vais calculer cette approximation dans cet espace X2 avec un estimateur epsilon 2, et mu3 sera l'argument maximal de l'estimateur d'erreur, là où, a priori, l'approximation est la moins bonne. Et donc, de façon récursive, on va construire des espaces comme ça, en identifiant d'une façon ou d'une autre les paramètres les plus pertinents, donc soit basés sur un estimateur d'erreur,
et donc en scannant l'ensemble des paramètres d'une des façons qui est là, ou alors en essayant d'associer à cette méthode d'estimation de l'erreur un problème d'optimisation comme ça a été fait dans un papier de Karen Wilcox et ses co-auteurs que je vais vous donner. Britan, Wilcox et Gattaz, où il se guide, plutôt que d'essayer d'échantillonner l'ensemble des mu, il se guide dans l'espace des paramètres avec non seulement l'estimation d'erreur, mais aussi le gradient qui nous permet, dans gradient par rapport à mu, qui nous permet de nous guider et d'essayer de deviner les paramètres mu qui vont être ceux pour lesquels l'approximation est la moins bonne. Alors, pour ces estimations qui sont là, on a, pour cette définition des espaces par méthode greedy, on a une série de papiers de Ron Devor et co-auteurs qui permet de justifier la méthode et qui permet en particulier de comparer l'épaisseur de Kolmogorov et la réalisation, c'est-à-dire le sup sur U appartenant à S, de l'inf pour V appartenant à ces espaces et xn greedy de U moins V en norme V, et qui dit que le sigma n de S qui est là sont comparables au sens où si dn décroît vers 0 de façon algébrique, il en est de même pour sigma n. Et si dn décroît de façon exponentielle, moins alpha n, eh bien sigma n décroît aussi de façon exponentielle. Alors avec des constantes bien évidemment qui sont différentes, avec des constantes c et alpha qui sont légèrement différentes, mais néanmoins on a à peu près le même taux de convergence. Alors, ceci permet de comparer un petit peu les épaisseurs de Kolmogorov par rapport donc soit à l'optimal, soit à ce que réalise le greedy, soit ce que réalisent les méthodes de type SVD. Et donc, si, grosso modo, on a une épaisseur de Kolmogorov qui décroît de cette façon-là, ce que montre le résultat de Devor et co-auteurs, c'est qu'asymptotiquement, on va avoir à peu près le même taux de convergence. Donc, on va avoir quelque chose qui va sans doute tendre de cette façon-là, qui part beaucoup plus haut. Qui part beaucoup plus haut, pourquoi? Parce que les premiers espaces, vous voyez, ne mélangent absolument pas, n'ont pas une vision sur l'ensemble. C'est un UH de mu1. Ensuite, c'est engendré par UH de mu1 et UH de mu2. Donc, ça ne mélange pas du tout les valeurs des UH de mu1 pris dans l'ensemble des paramètres, alors que le SVD, dès les premières valeurs, dès les premières dimensions, dès les premiers vecteurs propres qui sont pris, calculés à partir de tous les UH de mu1, mu2 jusqu'à mu1, eh bien, est une combinaison linéaire de tout ça et donc, dans un certain sens, représente un petit peu mieux l'espace. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut remarquer, c'est que si la SVD était mise ici, elle partirait plus bas, d'accord? Elle partirait plus bas, mais elle n'a pas le même taux qui est là, donc on a quelque chose de ce type-là, hein, grosso modo. Hein. Et donc, quand tout décroît très rapidement, comme marqué ici, on s'en fiche. Par contre, quand les décroissances sont un peu différentes, eh bien, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les meilleures méthodes.
Et donc, on a proposé, dans le cadre de la thèse de Hassan Balout, on a proposé une méthode qui combine le greedy et le SVD, qui s'appelle greedy SVD, qui considère qu'on va calculer, si on veut grand N, un espace de dimension grand N, on va calculer un espace de dimension 2n, okay, et on va faire, à partir de ces 2n fonctions, on va faire une SVD. D'accord, et faisant une SVD, eh ben, on va avoir une convergence qui va être comme ça. Qui va être comme ça. Ici, parce qu'on prend grand M mode égale à 2n et qu'on fait une SVD sur ces 2n modes, évidemment, on arrive exactement sur la même approximation que cet espace de dimension 2n. Mais avant, et en particulier jusqu'à grand N, d'accord, ce qui est l'objectif, eh bien, on a une courbe de convergence, on a une épaisseur relative de convergence qui tient compte des deux bons upper bound qui sont ici, qui mélangent bien tous les 2n modes dès le départ, et donc on obtient une très bonne approximation ici. Et par rapport à la convergence qui est là, eh bien, on atteint à peu près les mêmes taux de convergence. Alors bien évidemment, si on prenait une SVD avec beaucoup plus de M, on pourrait partir de là et atteindre les mêmes convergences. Mais il faudrait prendre un grand M beaucoup plus grand pour bien scanner l'espace. Donc le greedy SVD, ici, on scanne bien l'ensemble des paramètres P, et ici, on mélange bien toutes les approximations de mode. Bien, alors, il est déjà 11 heures, donc on va s'arrêter là. La seule chose que je voulais dire, peut-être pour introduire un peu l'exposé suivant, c'était que on a plusieurs méthodes pour, dans le cadre où dn ne décroît pas trop vite, si dn de S ne décroît pas trop vite, et on verra ça la semaine prochaine, eh ben, on peut couper S en S1 union S2 union S grand K. Et donc, à partir du moment où on diminue les variétés, eh ben, en localisant les variétés, on peut ainsi avoir un espace xn1, un espace xn2, un espace xnk. Et donc, ce découpage se fait à partir d'un découpage de l'ensemble des mu qui vont donc appartenir à PI, I allant de 1 jusque grand K. Donc ça, c'est une première méthode pour diminuer. La deuxième méthode, c'est une méthode dont je dirai quelques mots la semaine prochaine, qui est une méthode qui s'appelle en anglais registration, ou qui s'appelle en français la méthode de calage, qui revient à dire si U de X et de mu n'est pas terrible, peut-être qu'on peut faire un changement de variable qui va s'écrire grand phi de mu et de y égale x, et donc considérer les u de phi de mu et de y et de mu, qu'on va appeler v de y et de mu, et que par ce changement de variable-là, on va pouvoir aplatir phi choisi pour aplatir S dans un certain sens. Et donc ça se fait par un changement de variable. Et donc, du coup, ça peut amener très rapidement à la méthode d'éléments en base réduite
qu'on avait introduit avec Einar Rönnquist et qui va être déployé dans l'exposé suivant, où on avait l'idée de regarder des écoulements dans des choses qui faisaient quelque chose comme ça. Donc un écoulement, c'était ce qu'on avait en tête, c'était soit des écoulements sanguins, soit des écoulements dans les poumons, où on peut remarquer que ce type de géométrie peut être décomposé en des tuyaux et des bifurcations. Et donc l'idée, c'est que chacune de ces bifurcations va être l'image d'une bifurcation de référence, oméga chapeau bifurcation, et chacun de ces tuyaux va être l'image d'un tuyau de référence, oméga chapeau tuyau, et que de la même manière qu'on assemble des Legos pour former des formes un peu compliquées, on va remplir ces tuyaux-là de solutions. Des solutions qui, ici étant des écoulements, des solutions d'écoulement. Et donc, ce qu'on va construire, c'est un ensemble de solutions U chapeau de mu dans oméga chapeau B ou oméga chapeau T, et qu'on va, au travers de cette transformation F1, F2, F3 dans oméga 1, oméga 2, oméga 3, on va envoyer chacune de ces solutions vers un oméga 1, oméga 2, oméga 3 pour construire un espace d'écoulement potentiellement possible à l'intérieur de ces géométries modifiées. Et donc là, on a la même notion du changement de variable où le problème qui est ici est ramené à un problème sur une configuration de référence adaptée pour que la base réduite puisse être faite. Alors la seule difficulté est de savoir comment on recolle les choses, et ça, on en verra une partie dans l'exposé suivant. Merci.